Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine A, on va du moins continuer de parler de la vitamine A puisque la semaine dernière, on a vu déjà les rôles de la vitamine A. Et du coup, aujourd'hui, ça va être le dernier épisode, je vais pas en faire un sur la supplémentation. Donc si tu veux que je fasse un épisode sur la supplémentation, tu peux me demander, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire concernant la vitamine A. C'est pas un nutriment généralement où on est amené à se supplémenter. Donc si tu veux vraiment que j'en fasse un, tu peux me demander. Mais là, je vais volontairement pas en faire un. Donc du coup, on va attaquer ce deuxième épisode sur concrètement les apports en fait en vitamine A qu'il faut avoir, où est-ce qu'on la trouve, et un petit peu aussi parler de tout ce qui est absorption, des différentes formes de vitamine A, les différences qu'il y a, etc. Donc déjà, pour introduire le sujet, on va parler des apports. Et en fait, les apports, la vitamine A est assez spécifique, c'est-à-dire que il y a plusieurs manières de définir les apports en vitamine A, mais généralement la meilleure manière, de définir les apports en vitamine A, ou du moins les besoins en vitamine A, plus exactement, c'est de parler en RAE. Alors les RAE, ça veut dire Retinol Activity Equivalent, et en fait, ce RAE, c'est une unité en fait c'est une unité de référence qui prend en compte les différentes formes possibles de la vitamine A. Je vais m'expliquer parce que là ça veut rien dire. En fait, je vais directement parler des besoins qu'on a un adulte normal a dans la journée de vitamine A pour que tu comprennes. Je vais dire un exemple. En fait, déjà un adulte a besoin de 900 RAE par jour en moyenne. Donc en fait, les RAE, c'est une unité qui, euh, qui varie selon la forme de vitamine A qu'on consomme. C'est-à-dire que si par exemple tu consommes un aliment et que tu as de la rétinol dedans, donc une forme de rétinol, 1 microgramme, parce que déjà première chose, c'est que la vitamine A, on en parle en microgrammes, c'est une vitamine où on en apporte en microgrammes dans la journée. Donc je vais parler en microgrammes. Mais du coup, 1 microgramme de rétinol que tu as dans ton aliment, si on prend en compte que tu absorbes tout ce que tu consommes, alors c'est pas exactement ça, mais je vais revenir après sur l'absorption. Si on prend en compte que c'est 1 microgramme de rétinol, tu les absorbes totalement, eh bien ça va te donner un RAE. Parce que la rétinol, c'est l'unité de base de la vitamine A, et c'est pour ça que la rétinol, c'est égal à 1 RAE. En fait, le coefficient est de 1,1. Mais par contre, là où ça diffère, c'est quand par exemple, on va vers les sources végétales de vitamine A, et notamment la bêta-carotène et l'alpha-carotène aussi, qu'on parle beaucoup moins. Et bien là, en fait, le coefficient n'est pas pareil. C'est-à-dire que 12 microgrammes de bêta-carotène équivaut à 1 RAE. Et on pourrait même dire, entre guillemets, que 12 microgrammes de bêta-carotène correspond à 1 microgramme de rétinol. Au final, c'est la même chose. Et ça, c'est important de comprendre parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que 1 microgramme de bêta-carotène est égal à 1 microgramme de rétinol. Et c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce RAE, en fait, cette espèce de coefficient d'activité? C'est parce que le bêta-carotène, ou la bêta-carotène plutôt, c'est une molécule en fait qui n'a pas la même activité au sein du corps par rapport à la vitamine A, et qui ne contribue pas à la même échelle, de la même manière que la rétinol par exemple, pour les différents rôles de la vitamine A. Et c'est pour ça que tu te rends compte maintenant que entre manger 900 microgrammes de rétinol et 900 microgrammes de bêta-carotène, tu te rends compte que c'est pas du tout la même chose, puisqu'au final, 900 microgrammes de rétinol, ça va t'amener à tes apports de la journée, enfin à tes besoins de la journée, qui sont de 900 RAE par jour. Par contre, si tu fais la même chose avec le bêta-carotène, ça va pas du tout t'amener à tes apports de la journée. Parce que là, on sera à même pas 100 RAE au final, parce que tu as juste à diviser 900 par 12, et tu te rends compte que au final, t'es quand même loin du compte. Et au niveau de... Donc le bêta-carotène, tu peux te dire que c'est très bas. Au final, c'est pas le pire, hein. Le bêta-carotène au niveau des sources végétales, c'est, on va dire, la meilleure forme niveau équivalence par rapport au RAE. Parce que les autres formes, donc par exemple l'alpha-carotène et le bêta-cryptoxanthine, qui sont d'autres formes qu'on trouve aussi dans certains légumes et des fruits, ça équivaut à 24 microgrammes. Donc ici, c'est encore pire, hein. C'est-à-dire que là, si tu consommes 24 microgrammes d'alpha-carotène, t'as que un seul RAE, donc c'est très peu. Donc ça, c'était pour introduire le sujet, puisque ça me paraît important.
d'en parler pour que tu puisses avoir les notions. En fait, ici, la chose à retenir, c'est pas les équivalences ou quoi, les chiffres précis, mais c'est juste de comprendre que le bêta-carotène ne vaut pas la rétinol au niveau des apports en vitamine A. Au niveau de l'absorption, donc en fait, on a besoin de 900 RAE par jour, ok, mais quand tu consommes 1 microgramme de rétinol, est-ce que tu absorbes vraiment 1 microgramme de rétinol? La réponse est évidemment non, parce que les nutriments, c'est extrêmement rare qu'on absorbe la totalité. Il faut compter que pour ce qui est de la rétinol, c'est environ 70 à 90%, donc la biodisponibilité, donc tu te rends compte qu'elle est très élevée quand même, c'est un nutriment où c'est très élevé. 70 à 90%, au final, si tu consommes 1000 microgrammes de rétinol, au final, tu peux limite atteindre tes 900 RAE par jour. Donc la proportion absorbée est très élevée. Par contre, là où c'est un peu plus problématique, c'est euh, le bêta-carotène et plus exactement les caroténoïdes en règle générale. Donc quand je dis les caroténoïdes, en fait, ça regroupe toutes les formes végétales. Donc l'alpha-carotène, pardon, bêta-carotène, bêta-cryptoxanthine, etc. Et en fait, ces formes-là ont une très mauvaise absorption. On estime que ça peut aller en dessous de 3%. Et ça peut aller jusqu'à 60%, mais ça dépend d'énormément de facteurs. Je vais t'en lister quelques-uns. Donc en règle générale, ça va de 3% à 60%. Donc c'est extrêmement variable. Et ça dépend notamment donc, de la nature de l'aliment. C'est-à-dire qu'il y a des aliments selon comment est-ce qu'ils sont constitués, donc les molécules, etc., qu'il y a dedans, ça va influencer la biodisponibilité des caroténoïdes qu'il y a à l'intérieur. Après, il y a aussi le fait que ça soit cuit ou pas. La cuisson permet généralement de déstructurer en quelque sorte l'aliment, et ça permet de plus facilement absorber les caroténoïdes qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, c'est un peu qui tout double parce que les caroténoïdes sont aussi thermosensibles généralement, c'est-à-dire que pendant la cuisson, tu perds aussi une partie des caroténoïdes. Donc au final, t'en perds, mais tu les absorbes mieux. Donc c'est un petit peu du kiff-kiff en quelque sorte, même si il y a quand même des moyens pour un peu optimiser ça. Il y a aussi la quantité de gras dans le repas, parce que il faut pas oublier que la vitamine A, c'est une vitamine qui est liposoluble, et du coup elle a besoin de gras en fait pour être absorbée avec les lipides tout simplement. Et du coup ça fait que le fait de mettre du gras dans le repas va permettre d'avoir une meilleure excrétion, une meilleure sécrétion pardon, de la bile. Et du coup, ça va permettre. Alors, d'ailleurs, ce que je dis là, c'est aussi bien pour les caroténoïdes que pour la rétinol. Mais du coup, ça va permettre effectivement une meilleure absorption de la vitamine A en règle générale. Et enfin, il y a aussi, on va dire, ton état de ton système gastro-intestinal. C'est-à-dire que si tu as des pathologies, forcément, ça va impacter ta capacité à absorber les caroténoïdes, mais aussi la rétinol dans ce cas-ci. Donc en règle générale, pour un petit peu pas conclure, mais pour un peu résumer par rapport à l'absorption et la vitamine A, la rétinol a une très bonne absorption et les caroténoïdes, c'est assez compliqué. Et du coup, puisqu'il y a à la fois une absorption qui est mauvaise et un ratio par rapport au RAE qui est faible au niveau des caroténoïdes, tu te rends compte que les caroténoïdes, il faut quand même une très bonne quantité pour que ça puisse combler en fait tes apports en vitamine A. Et c'est pour ça que même si en soi, tu en trouves en de très bonnes quantités des caroténoïdes dans certains végétaux, même si tu es vegan par exemple, donc tu manges vraiment pas du tout de produits animaux, je vais venir juste après d'ailleurs concernant les sources, eh bien c'est assez compliqué quand même d'avoir suffisamment de vitamine A. Donc maintenant qu'on a parlé de l'absorption, alors l'absorption, je pourrais parler des mécanismes précis dans le corps, hein, où est-ce que ça se passe, etc. Bon, je pense que c'est pas très pertinent d'en parler dans cet épisode. Maintenant qu'on a parlé du coup de l'absorption, des besoins, je vais un petit peu parler de où est-ce qu'on la trouve au final. Alors déjà première chose, petit aparté, c'est que la vitamine A c'est une liposoluble et du coup elle peut être stockée dans le corps. C'est-à-dire que 50 à 80% de la vitamine A on la retrouve généralement dans le foie et ensuite le reste, la grosse majorité du reste c'est dans les tissus graisseux. Donc c'est une vitamine qui peut être stockée et du coup, même si tu n'en consommes pas pendant quelques jours, des choses comme ça ne pose pas forcément problème. Le problème, c'est évidemment que les personnes, à long terme, les personnes n'en consomment pas assez, donc c'est surtout là où c'est problématique.
Donc voilà. Alors après, évidemment, il y a des facteurs hein, qui font qu'on peut être plus facilement en déficience de vitamine A. Par exemple, les déficiences secondaires de vitamine A, parce que la déficience primaire, c'est évidemment le fait qu'on ne mange pas les bons aliments, entre guillemets. Mais sinon, déficience secondaire, ça peut être aussi le fait que la retinol binding protein, avec le petit accent, donc autrement dit la protéine qui permet de lier la rétinol dans le sang et de la transporter dans les tissus, c'est une protéine en fait qui a besoin de zinc pour être synthétisée. Et du coup, par exemple, ici dans ce cas-ci, une déficience en zinc peut effectivement amener à une déficience en vitamine A. Il y a également une déficience en fer qui peut aussi poser problème au niveau de la rétinol dans le foie, puisque le fer aide en quelque sorte à la libération de la rétinol dans son lieu de stockage. Donc voilà, il y a différentes interactions entre les nutriments et évidemment une déficience en certains nutriments peut impacter notre statut en vitamine A. Donc ça c'est toujours intéressant de se le rappeler. Mais concrètement, où est-ce qu'on trouve cette vitamine A? Eh bien, du coup, comme je te l'ai dit, il y a les sources animales et végétales. Au niveau des sources végétales, il y a principalement, en fait, ce sont les... Alors, généralement, on dit les légumes et fruits oranges. C'est une bonne base de savoir ça, c'est-à-dire que les carottes, les patates douces, mais également d'autres fruits, hein. Alors, il y a aussi la tomate. La tomate n'est pas orange, mais en fait, il y a du lycopène dedans, et le lycopène fait partie des caroténoïdes qui peuvent être en partie converti en vitamine A. Alors encore une fois, le ratio est très faible, hein, mais ça compte quand même. Donc voilà, donc il y a ces fruits et légumes là. Généralement, ce sont les fruits et légumes colorés vers la teinte orange un petit peu, qui contiennent de la vitamine A. Enfin, de la vitamine A sous forme végétale du coup, donc les caroténoïdes. Et après, au niveau des sources animales, alors les viandes grasses en contiennent généralement plus, puisque c'est une vitamine liposoluble. Donc par exemple, le bœuf, aussi le veau généralement, contiennent de la vitamine A. Au niveau des poissons, il y en a un petit peu, mais c'est pas forcément la source principale. Là où on peut trouver plus de vitamine A, c'est au niveau des produits laitiers et au niveau des fromages, puisque par exemple dans le lait entier et du coup dans certains fromages blancs, si et il y a évidemment de la matière grasse, parce que sans matière grasse, il n'y a pas de vitamine A, pour caricaturer la chose, eh bien on peut aussi trouver des bons taux de vitamine A. Donc en règle générale, les sources animales, c'est plutôt les produits laitiers et aussi certaines viandes. Et aussi les abats d'ailleurs. Les abats sont extrêmement riches en vitamine A. Euh, oui, enfin, je veux dire, si tu consommes par exemple une fois de l'ABA par semaine, ça peut déjà énormément t'aider dans tes apports de la semaine en vitamine A. Et du coup, comme je t'ai dit, les végétaux, c'est surtout les colorés vers la teinte orange. Alors après, il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est un petit peu une règle générale. Donc au final, les sources ne sont pas forcément très compliquées à avoir, mais c'est toujours important de connaître tout ce qu'on a parlé ici dans cet épisode-là, d'avoir ça à l'œil, de façon à ce que tu puisses déjà te faire une idée en écoutant cet épisode si tu es à risque de déficience en vitamine A ou pas. C'est pas forcément la déficience qui est la plus courante, mais c'est pas non plus celle qui est la plus rare. Donc c'est toujours important d'avoir quelques notions. Et du coup, bah, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas en tout cas à me le faire savoir. J'espère que j'ai été assez précis, j'ai pas voulu non plus trop l'être et m'éparpiller. Donc si tu veux un épisode plus précis sur un sujet que j'ai pas trop détaillé ici ou que j'ai pas ou peut-être quelque chose que j'ai abordé mais pas assez en détail, n'hésite pas à me le dire. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.